parce que ils étaient considérés comme des biens à défendre, puisqu'ils étaient une source de revenus. Il ne fallait pas les tuer, il fallait au contraire les protéger. Et donc ce statut compensait leur prétendue déformation et mauvaise interprétation des textes sacrés et des Écritures. Et ce statut va perdurer dans les pays musulmans jusqu'à la fin du 19e et début du 20e siècle, et ce sont les colonisateurs anglais, italiens, espagnols, français qui vont le supprimer. Et c'est comme ça qu'en Algérie, dès que les Français arrivent en 1830, tout de suite, ils suppriment ce statut, ils libèrent les Juifs de cet infamant et dégradant statut de la Dima, et ils font des Juifs et des musulmans des sujets français. Des sujets français, c'est-à-dire, ce n'est pas des citoyens, les sujets français. Les sujets français, mais qui restent indigènes, c'est-à-dire qui ne possèdent aucun droit et qui sont hors de toute citoyenneté et de toute vie politique. Pour les Juifs, évidemment, c'est un très net progrès. Ils deviennent les égaux de leurs anciens maîtres. Pour les musulmans, c'est une humiliation. Ils deviennent les égaux de leurs anciens soumis. Donc, c'est une double humiliation, puisqu'en même temps, ils deviennent les soumis des colonisateurs. Ils sont colonisés par les Français. Donc, c'est une double humiliation. Donc, on dit, je raconte, là, je passe un petit peu les étapes. Napoléon III, au début de la colonisation, la France ne savait pas très bien ce qu'elle voulait faire de ces nouveaux territoires constitués par 3 départements d'ailleurs. Et la vision de la France et celle de Napoléon III s'est affinée au fil du temps. Et Napoléon III a été très sensibilisé au sort des populations indigènes d'Algérie, indigènes musulmanes par son ami Ismaël Hulma, qui est un noir converti à l'islam, et sensibilisé donc aussi au sort des indigènes juifs par les juifs de France, qui se sont donné une mission salvatrice à l'endroit de leurs frères d'Algérie. Les juifs de France ont été un petit peu horrifiés de découvrir cette communauté juive qui vivait dans des conditions moyenâgeuses en Algérie. Et ils se sont donnés, ils savaient bien qu'il y avait des juifs, quelques juifs à Oran, Alger, dans les ports méditerranéens, mais découvrir cette masse qui vivait dans des conditions moyenâgeuses, ça les a vraiment horrifiés. Donc ils se sont donné une mission salvatrice à leur endroit. Et donc ils ont voulu je vais dire et donner entre guillemets les mots de l'époque, les émanciper, les régénérer, les moraliser, les franciser, les assimiler, les civiliser, les sauver, les sortir de leur état d'arriéré et d'avertissement et les faire entrer dans la modernité. Donc Napoléon III veut améliorer le sort de ces populations indigènes que le sort a mis justement entre les mains de la France, et il va promulguer très généreusement à l'endroit de tous ceux qui n'étaient pas citoyens français en Algérie une loi qui s'appelle le Senatus Consul du 14 juillet 1865. Il va promulguer une loi qui va leur proposer de devenir citoyens français. Donc, cette loi est composée de 3 articles. Le premier s'adresse aux indigènes musulmans, le second aux indigènes juifs, et le troisième aux étrangers, italiens, maltais et autres. Et il va leur proposer l'égalité de devenir français à condition de faire une démarche personnelle, de solliciter personnellement, de constituer un dossier pour avoir bénéficié de la naturalisation française. Pour les indigènes, c'est un véritable échec. C'est un véritable échec. Les indigènes musulmans, ils sont 30 par an jusqu'en 1870 à solliciter la naturalisation française. 30 par an rapportés à leur nombre de 2,3 millions, c'est vraiment dérisoire. Donc les musulmans, dans leur grande majorité, ont refusé de devenir français. Pourquoi? Eh bien, ils ont prétexté qu'ils n'ont pas voulu.
l'époque, c'était un peu plus proportionnellement. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont refusé dans leur ensemble de solliciter la naturalisation et de devenir français. Ils ont refusé ils ont prétexté plutôt que dans le code civil français, il n'y avait pas de divorce. Le divorce avait bien été instauré après la Révolution française en 1792, mais supprimé par la Restauration en 1816, et il faudra attendre 1884, l'histoire est rétablie. Alors que dans le code, la loi juive, il y avait le divorce, il y avait aussi la polygamie. Donc, c'est plus intéressant voilà, pour les hommes d'avoir la polygamie. Les juifs ont dit aussi qu'ils préféraient des lois différentes sur la filiation et l'hérédité. Donc c'était des arguments. En fait, il n'était pas prêt à faire ce saut mental qui les faisait passer du Moyen-Âge à la modernité. Et donc, face à cet échec, concernant les Juifs, face à cet échec, les Juifs de France ont continué d'œuvrer pour l'émancipation, la régénération et l'assimilation de leurs frères. Et c'est ainsi qu'on arrive, quelques années après, au décret Crémieux. Le décret numéro 136, dit décret Crémieux, du nom du ministre de la Justice et député de la Drôme, qui est adopté donc en Conseil de gouvernement de la Troisième République qui se réunit après la défaite de Sedan à Tours, donc qui se réunit à Tours le 24 octobre 1870. Alors qu'est-ce que c'est que ce décret? C'est un décret qui va imposer en bloc la naturalisation française à tous les Juifs d'Algérie, sans leur demander leur avis, ça leur plaise ou pas. Et là, d'un seul coup, on a 34 574 juifs qui deviennent français. Mais d'emblée, ce décret va déclencher l'hostilité, l'antijudaïsme des colons. Parce qu'avec ce décret, les juifs représentent 10% des votants d'Algérie, avec des variations importantes, 15% à Oran, mais 50% à Tlemcen. Donc les juifs sont en situation de faire pencher d'un côté ou de l'autre les résultats aux élections. Et ça déplaît aux colons qui ne sont pas prêts à partager les fruits de la colonisation avec ces nouveaux venus dans la citoyenneté. Et donc ce décret va réveiller, accentuer l'antijudaïsme latent des colons, et ça pour des raisons électorales et politiques. Et il va vite devenir comportemental avec des attaques sur les biens et sur les personnes. Et sous la pression des colons, justement, va être promulgué l'année d'après un autre décret, le décret Lambrecht, qui va viser à réduire les effets du décret Crémieux. Il va demander aux Juifs qui ont été naturalisés un an plus tôt d'apporter la preuve de leur indigénat, c'est-à-dire de prouver que eux ou leurs parents étaient bien nés en Algérie, parce qu'il y avait des Juifs qui venaient de Tunisie ou du Maroc pour bénéficier de ce décret et devenir français, et ensuite retourner dans leur pays d'origine, où voilà, ils avaient un pays français, et donc il fallait les respecter. Donc les Juifs, quelques années plus tôt, n'étaient pas prêts à rentrer dans la citoyenneté, à faire ce saut mental, et là, eh bien, ils apportent la preuve de leur indigénat avec les trois consistoires établis à Oran, Alger et Constantine. Et donc, ils restent français, et ça va exacerber et développer l'antijudaïsme pendant toute la colonisation. Avant les élections, les Juifs sont courtisés par tous les candidats, et après ils sont honnis, critiqués, rejetés par les perdants. Les colons anti-juifs vont alors trouver les colons anti-juifs français de souche, d'origine italienne ou espagnole, vont reprocher toutes sortes de choses aux Juifs. On va leur reprocher leur manière de vivre, c'est vrai qu'ils aiment bien vivre en groupe dans les quartiers juifs,
de leur façon d'être, de se vêtir. C'est vrai qu'ils s'habillent moitié à l'oriental, moitié à l'occidental, de leur façon de parler. C'est vrai qu'ils ne parlaient pas bien le français, mais les Italiens ou les Espagnols ne le parlaient pas mieux. On leur reproche leur analphabétisme, mais c'est pas vrai, ils n'étaient pas analphabètes, ils savaient lire et écrire en hébreu. On leur reproche leur façon de voter. C'est vrai qu'ils votaient en général pour les républicains, les libéraux, obéissant aux consignes de leurs chefs religieux. Donc voilà, tous les reproches qu'on a fait pendant toute la colonisation, ça a perduré même, bien sûr, en s'atténuant jusqu'à l'indépendance. Et ce que je voudrais dire, c'est que l'antijudaïsme, l'antisémitisme a toujours existé en Algérie et a été une constante en Algérie. D'abord, au début, il était inhérent à la condition de Dhimmi. Juste pour éclairer quelque chose, je ne sais pas s'il y a des gens d'origine de Mascara, mais il faut se rappeler qu'en 1836, l'émir Abdelkader, le célèbre émir Abdelkader, combattu et admiré par les Français pour sa bravoure, eh bien, avant de fuir avec sa smala de la ville de Mascara, où il était réfugié, eh bien, il massacre la population juive de Mascara. Et il est mort. Il est ensuite, cet antisémitisme importé par les colons latins qui arrivent avec leurs préjugés ancestraux et moyenâgeux. Donc, au début de la colonisation, il est latent et sournois, mais basé sur la religion. Et à partir du décret Crémieux, il va vite devenir haineux, ordurier et violent, et donc pour cela pour des raisons politiques et électorales. Il va vite devenir la seule idéologie de masse des Européens. Il se banalise, il devient ensuite féroce et agressif. C'est aussi presque un art de vivre chez les colons. On va s'attaquer au quartier juif en chantant comme si on allait à la foire. Il va se produire par vagues au moment des élections entre 1875 et 1902, des vagues de violence physique, des attaques sur les biens, sur les personnes, dans toutes les villes, Oran, Tlemcen, Alger, Sétif, quand ça s'arrête à un endroit, ça reprend dans un autre, les pillages de magasins, voilà. Donc l'antisémitisme est un véritable levier politique. Si un homme politique n'a pas un programme antisémite, il est sûr de ne pas se faire élire. Il est vivace dans les classes populaires, dans la gauche radicale, à l'extrême droite. Évidemment, on a une très grave crise anti-juive qui règne en Algérie entre 1895 et 1902. Et donc les demandes font une demande récurrente et incessante, c'est la suppression du funeste décret. Les opposants au décret Crémieux sont en fait des anti-républicains, des anti-parlementaires qui se saisissent de l'anti-judaïsme pour lutter contre le pouvoir central de Paris. En 1897, à Oran, on a un maire anti-juif qui s'appelle Robert, qui est élu, et donc il est élu sur son programme anti-juif. Et dès qu'il arrive au pouvoir, enfin à la mairie d'Oran du moins, il applique les mesures qu'il avait prises, à savoir interdiction du lavage des cadavres juifs, renvoi des malades juifs des hôpitaux, renvoi des employés juifs de la mairie, des policiers, appel au boycott des magasins juifs pour ruiner les commerçants propriétaires juifs. Voilà, donc tout de suite il a fixé ça. L'année d'après, 1898, on a 4 députés anti-juifs qui sont envoyés d'Algérie à l'Assemblée nationale à Paris. On a 2 députés anti-juifs à Alger, Brumont, on avait entendu parler de Brumont et Marchal, Firmin-Fort à Oran et Morino à Constantine. Donc voilà, donc c'est dans quelle ambiance ont vécu nos grands-parents en Algérie. Tous ces actes anti-juifs sont soutenus par des ligues, par des écrits orduriers, des journaux, comme le Radical algérien, le Petit Oranais,
des pamphlets, les pamphlets d'Émile Roger, de Drummond, de Meunier, de Fernand Grégoire. Et les titres de leurs brûlots sont très évocateurs. C'est la juiverie algérienne, l'Algérie juive, la France juive, nécessité de réviser le décret Crémieux. Voilà. Donc, c'est une ambiance détestable dans laquelle ont vécu ses ancêtres. Les querelles internes de la communauté juive rapportées dans les journaux antisémites entretenaient aussi cet antisémitisme. L'affaire Dreyfus aussi a alimenté l'antijudaïsme en Algérie jusqu'à la réhabilitation du capitaine. Bon, l'antisémitisme va se calmer pendant la Première Guerre mondiale, ça va être un petit peu l'union sacrée. On va avoir 14 000 juifs qui vont être mobilisés en France, qui vont venir se battre sur les différents champs d'honneur en Europe. Plus de 20% va mourir en Europe. Et dans toutes les familles, on va avoir ou des blessés, ou des gazés, ou des morts. Et entre les deux guerres, l'antisémitisme va se calmer, mais pas tant. En 1938, on a 380 juifs qui sont rayés des listes électorales à Sétif et à Sidi Bel Abbès. Doriot remporte les élections en Algérie en 1938. Voilà, bon, et puis évidemment cet antisémitisme va être à son paroxysme quand le décret Crémieux va être abrogé, donc le 7 octobre 1940, après les lois scélérates de Vichy. Et là, on a 110 000 juifs qui sont dénaturalisés en 1940. Donc 110 000 juifs qui redeviennent indigènes. Et il faudra attendre le 20 octobre 1943, c'est-à-dire 3 ans plus tard, que les juifs retrouvent leur citoyenneté française. 3 ans plus tard, mais c'est 1 an après le débarquement des Américains. Les Américains ont débarqué en 1942 et grâce à l'opération Torche préparée par un groupe de 400 jeunes composés à 80% de juifs, eh bien, il fallait attendre quand même 1 an après 1943 pour que les juifs retrouvent leur citoyenneté. Donc, pour conclure, on peut dire que l'antisémitisme a toujours existé en Algérie, il a été une constante dans la colonie. Il s'est produit de façon plus ou moins virulente, en créant une ambiance plus ou moins délétère, mais c'était un antisémitisme de la part des colons et non pas un antisémitisme d'État, sauf évidemment entre 1940 et 1943, où là on a un antisémitisme institutionnalisé, bien préparé par des décennies d'antijudaïsme local, musulman et colonial. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en définitive, il n'a pas entamé le profond désir de francisation et de patriotisme des Juifs. Il ne les a pas empêchés de progresser dans l'ascenseur social de la colonie et de faire des Juifs d'Algérie ce qu'ils sont devenus par la suite. Alors oui, c'est vrai, on peut dire que la colonisation si décriée pour ses méfaits à l'endroit des indigènes musulmans, qui ont été spoliés, il faut le savoir, et malgré l'antisémitisme des colons, eh bien, la colonisation, c'est vrai qu'elle a permis le formidable essor des Juifs d'Algérie, essor social, économique et culturel, et ça en 2 ou 3 générations. Voilà.